Salut à tous. Le dernier bombardier stratégique Tu-95 millisecondes est sorti de la chaîne de production soviétique le 20 août 1992. Pas l'an dernier, pas au cours de la dernière décennie, en 1992, avant même l'existence du World Wide Web. Avant que la plupart des pilotes russes qui effectuent aujourd'hui ces missions soient assez âgés pour avoir un permis de conduire, avant même la dissolution officielle de l'Union soviétique, la chaîne de production qui fabriquait la principale plateforme russe de lancement de missiles de croisière. Le bombardier turbopropulsé à 4 moteurs qui lance depuis 4 ans des missiles Kash 101 contre des villes ukrainiennes. Cette chaîne a fermé définitivement il y a 33 ans et n'a jamais rouvert. La Russie ne peut pas en construire un nouveau. Elle ne peut qu'entretenir ceux qu'elle possède déjà. Et la nuit dernière, l'Ukraine en a détruit un. Pas avec un FSIS, pas avec un missile Patriot, pas avec un missile de croisière à 10 millions de dollars lancé depuis un bâtiment naval, avec un drone FPV, un drone de course pilotée, en vue subjective, du genre vendu dans le commerce pour quelques milliers de dollars, modifié avec une charge explosive et guidé par un opérateur ukrainien assis devant un écran à des milliers de kilomètres. Une arme de 5000 dollars se dirigeant dans l'obscurité vers l'emplanture de l'aile d'un bombardier soviétique irremplaçable d'une valeur de 100 millions de dollars. Et le drone a gagné. Le Tu-95 millisecondes qu'il a détruit ne sera pas remplacé. La Russie ne dispose pas de plus de 2 douzaines de Tu-95 millisecondes prêts au combat et est réellement capable de lancer des missiles de croisière contre l'Ukraine. Et il y en a désormais un de moins. Et chaque fois que ce nombre diminue, le général russe qui décide combien de missiles frapperont les villes ukrainiennes, cet hiver dispose de moins d'options. Ce que l'Ukraine a fait la nuit dernière n'est pas simplement une frappe militaire, c'est un modèle opérationnel montrant comment une arme de 5000 dollars peut démanteler systématiquement une flotte qu'aucune chaîne de production sur Terre ne peut reconstruire. Le Tu-95 millisecondes et le fait que chaque cellule de l'inventaire russe soit individuellement irremplaçable modifie les calculs stratégiques de cette guerre. Il y a une certaine ironie industrielle à voir une relique de l'ingénierie d'une superpuissance perdre son duel face à quelque chose qui pourrait presque tenir dans le coffre d'une voiture familiale. Le Tupolev Tu-95 Bear est entré en service en 1956. Cette seule phrase vous dit déjà quelque chose d'important. Il s'agit d'une plateforme d'armement plus ancienne que la plupart des pays qui appartiennent aujourd'hui à l'OTAN. Elle a été conçue sous l'administration Eisenhower pour transporter des bombes nucléaires au-dessus de l'Arctique et frapper des villes américaines. Elle a été modernisée au fil de 7 décennies d'utilisation continue. Sa mission d'origine a été remplacée, ses armes mises à jour, son avionique entièrement révisée, mais la cellule fondamentale, la structure de titane et d'aluminium qui maintient l'ensemble, remonte à une époque où les ordinateurs numériques occupaient des pièces entières et où la télévision couleur était encore un luxe. La modernisation peut changer le tableau de bord, mais elle ne peut pas convaincre la métallurgie d'oublier sa date de naissance. La variante Tu-95 millisecondes, celle que la Russie utilise pour tirer des missiles de croisière Kash 101 contre l'Ukraine, est entrée en service en 1983. Ces 4 turbopropulseurs NK-12, les turbopropulseurs les plus puissants jamais construits, développent chacun 15 000 chevaux vapeur sur arbre et entraînent des hélices contrarotatives à 8 pales qui produisent ce hurlement caractéristique suivi pendant des décennies par les opérateurs radars de l'OTAN lors des patrouilles de la guerre froide. Ces moteurs sont eux-mêmes des produits de l'ingénierie soviétique que la Russie peut entretenir et réviser, mais qu'elle ne peut pas fabriquer de zéro dans les volumes nécessaires à la flotte. Le bruit reste peu, être impressionnant, la chaîne d'approvisionnement beaucoup moins. La production en série du Tu-95 millisecondes s'est déroulée de 1982 à août 1992, 90 appareils au total sur l'ensemble du cycle de production. C'est dans cet ensemble que la flotte russe actuelle a été constituée. 90 cellules produites en 10 ans de fabrication soviétique, progressivement réduites par les accidents, les retraits programmés, les réductions liées au traité de contrôle des armements et désormais
les pertes au combat, jusqu'à une flotte opérationnelle que l'expert en aviation Constantin Kriolap estime à tout au plus 2 douzaines d'appareils prêts au combat et réellement capables de lancer des missiles de croisière contre l'Ukraine, soit 24 au maximum. Voilà ce dont la Russie dispose réellement pour mener les frappes qui s'abattent sur les villes ukrainiennes. L'écart entre les chiffres sur papier et la réalité opérationnelle est considérable. The Military Balance 2022 recensait environ 60 Tu-95 millisecondes dans l'inventaire russe. La Russie elle-même en a revendiqué environ 47, mais le nombre maximal de Tu-95 millisecondes que la Russie a réussi à faire décoller simultanément pour des frappes contre l'Ukraine est de 20. La conclusion, comme l'ont clairement formulé les analystes de Defense Express, est que le nombre réel de Tu-95 millisecondes prêts au combat représente au maximum 50% du nombre total inscrit sur le papier. Retard d'entretien, problème de moteur, fatigue des cellules, panne d'avionique. Dans une flotte dont l'appareil le plus récent a été construit il y a 33 ans, l'écart entre l'inventaire et la disponibilité opérationnelle est large et permanent. Les flottes sur papier, contrairement aux vrais avions, ont cette charmante habitude de ne jamais avoir besoin de pièces de rechange. La Russie maintient cette flotte en état grâce à la cannibalisation et aux révisions. Elle prélève des composants encore utilisables sur des cellules moins aptes au vol afin de maintenir les appareils opérationnels dans les airs. Elle mène des programmes de révision qui prolongent la durée de service sans pouvoir remplacer les principaux éléments structurels ayant atteint la fin de leur durée de vie certifiée. Dans le langage des ingénieurs de maintenance, cela revient à user un actif jusqu'à l'épuisement, parce que l'autre solution serait de ne plus disposer du tout de cette capacité. C'est moins une fontaine de jouvence que une négociation de plus en plus compliquée avec la vieillesse. C'est dans cette flotte limitée, vieillissante et irremplaçable que l'Ukraine a envoyé un drone de $5000 la nuit dernière, et le drone a trouvé ce qu'il cherchait. Dans la nuit du 30 juillet 2026, le service de sécurité ukrainien a mené une frappe de précision par drone contre un bombardier stratégique Tu-95 millisecondes sur la base aérienne d'Olenia, dans la région russe de Mourmansk. La même base qui avait été frappée lors de l'opération Spiderweb en juin 2025 et la même base dans laquelle la Russie avait investi d'importantes ressources pour renforcer les défenses après que cette opération eut révélé ses vulnérabilités. Cette frappe ne répétait pas la méthode de l'opération Spiderweb, elle en constituait une évolution. L'opération Spiderweb, menée le 1er juin 2025, avait utilisé 117 drones FPV introduits clandestinement en Russie et dissimulés dans des conteneurs en bois installés sur les plateformes de camions de transport ordinaires. Ces conteneurs étaient conçus avec des panneaux de toit pouvant être ouverts à distance. Les drones restaient cachés à l'intérieur jusqu'à ce que les camions soient positionnés près des bases aériennes visées, moment auquel des opérateurs en Ukraine activaient les panneaux de toit au moyen du propre réseau cellulaire russe, et les drones s'élevaient dans le ciel. Les responsables de la sécurité ont fermé avec un sérieux admirable la porte utilisée la veille. Le problème, c'est que le lendemain est arrivé par une autre entrée. L'opération a frappé simultanément 4 bases aériennes russes, détruit au minimum 8 bombardiers stratégiques Tu-95 millisecondes et 12 Tu-2M3, endommagé 2 avions de détection et de commandement aéroportés A-50 et entraîné ce que l'OTAN a évalué comme la destruction de 34% de la flotte russe de plateformes stratégiques capables de lancer des missiles croisières en une seule nuit. La Russie a répondu à Spiderweb par le renforcement et la dispersion. Elle a construit de nouveaux abris renforcés pour les avions sur les bases prioritaires. Elle a accru la couverture de guerre électronique autour des périmètres des aérodromes. Elle a déplacé certains appareils vers des dispositifs de déploiement plus dispersés et a considérablement renforcé les contrôles de sécurité physique des véhicules de transport circulant près des périmètres des installations militaires. Précisément la vulnérabilité exploitée par Spiderweb. La leçon a été étudiée avec application, ce qui est regrettable lorsque l'examen change les questions.
L'Ukraine a étudié chacune de ces adaptations et la nuit dernière, elle est revenue. L'opération qui a frappé Olénia a utilisé une méthode de prépositionnement différente. Plutôt que de cacher les drones dans des conteneurs installés sur des camions de transport, méthode que les nouveaux protocoles de sécurité russes étaient précisément conçus pour détecter, les services de renseignement ukrainiens ont utilisé une approche de prépositionnement par bateau via le réseau navigable de la baie de Kola qui offre un accès maritime à la région de Mourmansk. De petites embarcations transportant des colis étanches contenant des drones se déplacent dans les eaux côtières sous couvert du trafic commercial de pêche et de logistique habituel dans la baie de Kola pendant la nuit et positionnent les moyens d'attaque à portée opérationnelle d'Olénia par une voie maritime que le renforcement de la sécurité périmétrique russe n'avait pas entièrement couverte. Une forteresse est impressionnante jusqu'au moment où quelqu'un remarque que la porte latérale donne sur l'eau. Le dispositif d'attaque comprenait 9 drones. Ils ont effectué leur approche finale vers Olénia depuis le nord-est, au-dessus d'un terrain de toundra offrant un masquage radar naturel à basse altitude pendant la brève obscurité estivale de la région de Mourmansk. La couverture de défense aérienne d'Olénia avait été renforcée sur les axes d'approche sud et ouest après Spiderweb. L'axe nord-est, traversant une toundra inhabitée en direction de la côte de la mer de Baran, avait été considéré comme peu probable par les planificateurs de la défense russe. L'Ukraine l'a évalué autrement. Faible probabilité est une expression très rassurante jusqu'au moment où la probabilité se met à avoir des hélices. La cible était un Tu-4-20-15 millisecondes qui avait été déplacé vers une zone d'armement extérieure adjacente au principal complexe de stockage des armes. Les renseignements ukrainiens avaient établi, grâce aux renseignements d'origine électromagnétique et à des sources humaines, qu'Olénia faisait passer un appareil précis, dont le numéro de queue était visible sur des images satellites prises 2 jours avant la frappe, par une procédure d'armement précédant une mission. Un Tu-95 millisecondes chargé de missiles de croisière H, un 0-1, ne peut pas rester dans un abri renforcé pendant la procédure d'armement. Le matériel de manutention des munitions nécessite un espace dégagé à l'air libre. Les protocoles de sécurité applicables au chargement d'ogives réel sur les pylônes sous les ailes exigent que l'appareil se trouve sur une aire de stationnement exposée. L'Ukraine savait que l'appareil serait à l'extérieur. L'Ukraine savait quand. L'Ukraine a planifié la frappe pour cette fenêtre d'armement. Le béton peut protéger un avion contre bien des choses. Les nécessités opérationnelles sont plus difficiles à mettre derrière un mur. 5 des 9 drones ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne périmétrique d'Olénia, des unités Pansir, S1 que la Russie avait ajouté après Spiderweb, 4 ne l'ont pas été. Les 2 premiers ont frappé la partie gauche de l'aile de l'appareil, précisément les points de fixation des pylônes intérieurs où les missiles KH 1-0, 1 étaient en cours de chargement. L'explosion a enflammé à la fois le réservoir de carburant de l'aile et un KH 101 qui avait déjà été fixé au pylône intérieur. La détonation secondaire de l'ogive du missile de croisière et de son propergol a produit une boule de feu qui, selon les images satellites obtenues à l'aube, a laissé une zone brûlée s'étendant sur 12 mètres à partir de l'emplanture de l'aile. Le bombardier a été détruit. L'équipe chargée de l'armement avait évacué la zone dans les 30 secondes, séparant la première alerte d'impact. Les procédures russes d'alerte en cas d'attaque par roquette sont bien répétées et l'équipe a survécu. L'avion, lui, n'a pas survécu. La procédure d'évacuation a parfaitement fonctionné. Malheureusement pour ses propriétaires, le bombardier n'avait pas de jambes. 2 autres drones ont frappé la zone de stockage des armes où les missiles KH 1-0, un restant destiné à la mission prévue, avaient été préparés. Les explosions secondaires provoquées par le propergol des missiles ont continué pendant toute la nuit. Le ministère russe de la Défense a confirmé un incident sur un aérodrome militaire du Nord 18 heures plus tard. Il a indiqué que la cause était une attaque de drone. Il n'a pas précisé le type d'appareil concerné. Il n'a pas décrit les dégâts dans la zone de stockage des armes. Il a confirmé qu'il n'y avait pas de victimes, ce qui est vrai, et ce que la Russie utilisera pour minimiser l'importance de ce qui s'est produit. Le fait que cet appareil ait cessé d'exister comme actif stratégique n'est pas le genre de détail qu'abordent les communiqués du ministère de la Défense. Les communiqués officiels peuvent être merveilleusement économes. Ce qui est omis transporte souvent les bagages les plus lourds.
L'analyse d'images satellites ukrainiennes publiée par le service de sécurité ukrainien à 09H00 heure locale montrait clairement la zone brûlée sur l'aire de stationnement d'Olenia. Des analystes en source ouverte appartenant à plusieurs organisations ont comparé les images prises avant la frappe, montrant le Tu-95 millisecondes à son emplacement d'armement avec les images prises après la frappe où l'on voit une zone de tarmac calcinée. L'appareil visible avant la frappe n'apparaît plus sur les images prises après. Il a disparu. La Russie avait renforcé Olenia après Spiderweb, elle avait ajouté des unités Pansir, elle avait accru les contrôles de sécurité physique des véhicules près du périmètre, elle avait renforcé les corridors d'approche sud et ouest. 5 des 9 drones ukrainiens ont été interceptés. Selon n'importe quelle mesure conventionnelle, la réponse défensive russe à l'attaque précédente avait amélioré la protection de cette base aérienne. L'Ukraine a changé de méthode, changé d'axe d'approche et changé d'itinéraire de prépositionnement et les 4 drones qui sont passés ont suffi. C'est l'asymétrie fondamentale que la Russie ne peut pas résoudre uniquement en renforçant ses défenses. Un défenseur chargé de protéger une installation fixe doit protéger chaque axe d'approche à chaque fois contre toutes les méthodes possibles. Un attaquant qui choisit le moment, le lieu et la méthode de la frappe n'a besoin de trouver qu'une seule faille, un seul axe non défendu, une seule fenêtre d'exposition que la planification défensive russe n'avait pas pleinement prise en compte. Le défenseur doit atteindre la perfection. L'attaquant n'a besoin que d'une virgule oubliée dans le plan de sécurité. La Russie avait défendu l'approche par camion utilisée lors de Spiderweb. L'Ukraine a utilisé une approche par bateau. La Russie couvrait les axes sud et ouest. L'Ukraine est arrivée par le nord-est. La Russie avait renforcé la sécurité périmétrique pour les véhicules. L'Ukraine a entièrement évité le périmètre en lançant ses drones depuis l'extérieur. Le problème de l'exposition opérationnelle reste sans solution et probablement insoluble. C'est la vieille comédie stratégique qui consiste à installer une meilleure serrure après avoir découvert que le visiteur préfère passer par la fenêtre. Un Tu-95 millisecondes en cours d'armement avec des missiles de croisière cache, un 0-1 doit se trouver à l'extérieur, sur une aire de stationnement exposée, pendant la procédure d'armement. Ce n'est pas une défaillance de sécurité. C'est une exigence physique de l'opération. La collecte de renseignements ukrainienne est suffisamment précise pour déterminer quand certains appareils se trouvent dans leur fenêtre d'armement. L'écart entre cette exigence qui oblige l'appareil à rester à l'extérieur et la capacité des systèmes de défense aérienne à détecter et engager un drone FPV volant à basse altitude au-dessus de la toundra est précisément l'espace dans lequel l'Ukraine opère. La Russie peut raccourcir la procédure d'armement. Elle peut augmenter la densité de la défense aérienne rapprochée autour des zones d'armement. Elle peut tenter de construire des revêtements d'armement résistants aux explosions pour protéger les appareils pendant le chargement. Chacune de ces mesures ajoute des coûts, de la complexité et du temps au cycle de préparation des frappes russes, ce qui signifie moins de frappes par unité de temps et donc moins de pression sur les villes ukrainiennes. Chaque couche de protection supplémentaire arrive avec une facture. Et apparemment, la facture apporte aussi un chronomètre. Chaque adaptation mise en place par la Russie pour se protéger contre la méthode ukrainienne des drones lui coûte en rythme opérationnel. Les drones n'ont pas besoin de détruire un appareil à chaque fois pour être efficaces. Ils doivent simplement rendre les opérations de bombardement russes plus difficiles, plus coûteuses et plus lentes. La nuit dernière, l'un d'eux a aussi détruit un appareil qui ne peut pas être remplacé. Un Tu-95 millisecondes détruit dans une flotte prête au combat d'environ 24 appareils. Cela représente une réduction d'environ 4% de la capacité opérationnelle russe de frappe avec des Tu-95 millisecondes en une seule nuit. 4% peut sembler modeste dans une flotte de 2 douzaines d'appareils irremplaçables. Ce ne l'est pas. 4% est facile à minimiser lorsqu'on parle d'un tableau Excel, beaucoup moins lorsque le tableau ne comporte que 24 lignes. Les calculs qui régissent les opérations russes de Tu-95 sont déjà proches de la limite. Le nombre maximal de Tu-95 millisecondes que la Russie a lancé simultanément lors d'une seule frappe contre l'Ukraine est de 20 appareils sur une flotte de 24 bombardiers prêts au combat. Faire décoller 20 appareils pour une seule frappe signifie que la Russie utilise simultanément 83% de sa flotte disponible, ne laissant que 4 appareils en réserve pour l'entretien, les problèmes techniques ou les contraintes
lié aux horaires des équipages. C'est un rythme opérationnel sans marge, sans réserve, sans capacité d'absorber des pertes. Après la nuit dernière, la réserve est passée de 4 appareils à 3. La marge est plus mince. La prochaine fois que la Russie planifiera une frappe avec 20 appareils, la logistique nécessaire pour rendre simultanément disponible 20 Tu-4 20-15 millisecondes sera plus difficile. Pas impossible, mais plus difficile. Dans l'aviation, plus difficile a la fâcheuse tendance à devenir pas aujourd'hui, au pire moment possible, et dans une flotte aussi ancienne et exigeante en matière d'entretien, plus difficile signifie davantage de retard, davantage d'annulation, davantage de frappes menées à une échelle réduite parce que 2 appareils censés voler sont en maintenance et que la flotte ne possède pas suffisamment de profondeur pour les remplacer. Il y a aussi les missiles H, un 0, un détruit lors de la frappe contre la zone de stockage des armes. L'analyse des images prises après la frappe laisse penser qu'entre 8 et 12 missiles cache, un 0 impréparé pour la mission prévue ont été détruits lors des explosions secondaires. Chaque cache, un 0, coûte environ 3 millions de dollars à la Russie pour être fabriqué. L'usine Novator de Nijni Novgorod, qui les produit et que l'Ukraine a frappé 2 semaines plus tôt, fonctionne désormais à capacité réduite. Les missiles détruits lors des explosions secondaires de la nuit dernière ne peuvent pas être rapidement remplacés à partir d'une chaîne de production endommagée. Rien ne complique davantage un calendrier de remplacement que l'usine chargée des remplacements qui a elle-même besoin de réparation. L'Ukraine n'a pas simplement détruit un bombardier la nuit dernière. Elle a détruit un bombardier ainsi que son chargement d'armes dans un contexte où une installation de production peine déjà à fabriquer des armes de remplacement et où la flotte concernée ne peut pas être agrandie par de nouvelles constructions. L'effet cumulé de ces pertes simultanées, cellules, armements et capacités de production, est supérieur à celui de chacun de ces éléments pris séparément. La frappe de la nuit dernière à Olénia s'inscrit dans la continuité d'une campagne qui se poursuit depuis que l'Ukraine a atteint pour la première fois la base aérienne d'Engels avec des drones à longue portée décembre 2022 et qui s'accélère depuis. La logique de cette campagne est restée constante. La flotte russe de Tu-4-20-15 constitue la principale plateforme de lancement des missiles de croisière qui ont caractérisé les frappes russes contre les infrastructures civiles ukrainiennes. Détruire cette flotte ne signifie pas seulement remporter un engagement militaire. Cela réduit le nombre de missiles qui tombent sur les villes ukrainiennes. Cela protège les centrales électriques qui permettent aux familles ukrainiennes de rester au chaud pendant l'hiver. Cela réduit le nombre de morts parmi des civils qui n'ont rien fait d'autre que refuser de se rendre face à une invasion illégale. L'opération Spiderweb du 1er juin 2025 a constitué l'opération unique la plus marquante de cette campagne. 18 mois de préparation, 117 drones FPV introduits clandestinement en Russie dans des conteneurs en bois installés sur des plateformes de camions et activés simultanément au moyen du réseau cellulaire russe, frappant 4 bases aériennes sur une distance de 4000 km, des Murmansk à Irkoutsk. L'OTAN a confirmé que 34% de la flotte russe de plateformes stratégiques capables de lancer des missiles de croisière avait été touchée en une seule nuit. Les dommages estimés dépassaient 7 milliards de dollars. L'opération, comme l'a décrite Zelensky, a été réalisée uniquement par l'Ukraine, sans participation alliée, sans système d'armes externes et sans aucun soutien nécessitant une autorisation ou un débat de la part des gouvernements occidentaux. L'Ukraine a détruit un tiers de la flotte russe de bombardiers stratégiques en une nuit avec des drones coûtant moins de 5 000 $ chacun. L'histoire militaire a toujours aimé la symétrie. Rarement celle-ci s'est-elle présentée avec un prix aussi outrageusement bas. La frappe de la nuit dernière à Olénia constitue le chapitre suivant. Moins spectaculaire par son ampleur que Spiderweb, mais plus durable comme méthode opérationnelle continue. L'Ukraine n'attend pas de réunir une nouvelle attaque simultanée de 117 drones. Elle mène des frappes ciblées, continues et guidées par le renseignement contre des Tu-4-20-15 millisecondes individuelles, précisément
au moment où les exigences opérationnelles les obligent à se trouver dans les positions les plus vulnérables. Un appareil à la fois, une mission à la fois, une fenêtre d'armement à la fois, contre une flotte qui peut être commencée l'année 2022 avec 50 appareils aptes au combat et qui fonctionne maintenant avec une fraction de ce nombre, sans aucune chaîne de production capable de fournir des remplaçants. Une flotte sans chaîne de production ne se renouvelle pas. Elle se transforme en compte à rebours. La flotte de Tu-4 20-15 millisecondes n'est pas détruite au cours d'une seule opération spectaculaire. Elle est progressivement usée, frappe après frappe, drone après drone, jusqu'à ce que le nombre d'appareils que la Russie peut lancer pour une seule attaque au KH, un 0-1 contre les infrastructures ukrainiennes, devienne insignifiant sur le plan opérationnel. L'évaluation qui replace tout cela dans une autre perspective est que l'importance de ce que l'Ukraine fait à l'aviation stratégique russe va bien au-delà de la destruction d'appareils individuels. Depuis 4 ans, la Russie tente de briser la volonté de la population civile ukrainienne par la puissance aérienne. La théorie est simple et historiquement familière. Si l'on rend la vie civile suffisamment insupportable, sans électricité, sans chauffage, sans infrastructures fonctionnelles, la population perd la volonté de continuer à se battre et le gouvernement se retrouve soumis à une pression irrésistible pour négocier selon les conditions proposées par l'attaquant. Cette théorie exige que l'attaquant soit capable de maintenir une capacité de frappe aérienne soutenue pendant des mois et des années de campagne. Elle nécessite suffisamment d'appareils, suffisamment de missiles et suffisamment de capacité de production pour maintenir la pression malgré les pertes et les adaptations défensives de la cible. L'Ukraine attaque simultanément ces 3 exigences. La flotte de Tu-4 20-15 millisecondes, qui ne dispose d'aucune production de remplacement, est réduite par des frappes contre des bases aériennes partout en Russie. La chaîne de production du KH, un 01 chez Novator à Nijni Novgorod, est endommagée et fonctionne à capacité réduite. Les infrastructures de carburant qui soutiennent les opérations des bombardiers ont été frappées dans plusieurs installations à l'intérieur du territoire russe. Et les pilotes ainsi que les membres d'équipage qui effectuent ces missions, un groupe spécialisé ayant plusieurs années de formation propre au Tu-95 et qui ne peut pas être remplacé rapidement, accumulent les missions à un rythme supérieur à ce que devrait permettre une rotation durable des équipages. La campagne aérienne russe contre les infrastructures ukrainiennes fonctionne sur des réserves qui sont consommées plus rapidement qu'elles ne peuvent être reconstituées. La question n'est pas de savoir si les capacités de l'aviation stratégique russe seront sérieusement dégradées avant la fin de cette guerre. Cette dégradation est déjà en cours. La question est de savoir si le soutien occidental à l'Ukraine se maintiendra suffisamment longtemps pour que cette dégradation atteigne le point où la capacité de la Russie à poursuivre les frappes sera compromise sur le plan opérationnel, plutôt que simplement réduite. Le calcul de Poutine pour février 2027 suppose que la Russie pourra maintenir jusqu'à cette date une pression suffisante sur les infrastructures civiles ukrainiennes pour que les gouvernements occidentaux restent concentrés sur la réduction des souffrances ukrainiennes plutôt que sur la maximisation des capacités militaires ukrainiennes. Ce calcul exige que les Tu-4 20-15 millisecondes continuent à effectuer des missions. Il exige que les chaînes de production du KH, un 0-1 continuent de fonctionner. Il exige que la flotte de bombardiers reste viable. La stratégie est souvent présentée comme une grande vision, mais à un moment donné, quelqu'un doit bien produire les avions, les missiles, le carburant et les heures de maintenance. La nuit dernière, un Tu-4 20-15 millisecondes de plus, qui était censé effectuer des missions en novembre, en décembre et en janvier, a cessé d'exister. Le drone FPV qu'il a détruit coûtait moins cher qu'un billet d'avion en classe affaires entre Moscou et Londres. L'appareil qu'il a détruit valait 100 millions de dollars, avait nécessité des années de capacité industrielle soviétique pour être construit et ne peut être remplacé par aucune chaîne de production existant aujourd'hui en Russie. Ce rapport d'échange, 5 000 $ contre 100 millions de dollars, n'est pas seulement économiquement dévastateur pour la Russie, il est stratégiquement décisif. L'Ukraine peut poursuivre cette campagne indéfiniment.
La Russie ne peut pas supporter ces pertes indéfiniment. Et plus la campagne se prolonge, plus le calcul déterminant qui sera à court de ressources en premier penche en faveur de Kiev. Il existe des bilans qui nécessitent des comptables et d'autres que n'importe qui peut comprendre avec une calculatrice. L'image qui résume tout ce qui s'est produit la nuit dernière est celle d'un bombardier stratégique Tu-95 millisecondes sur une aire d'armement de la base aérienne d'Olenia, dans la région russe de Mourmansk. Des équipes de maintenance chargent des missiles de croisière Kash 101 sur ses pylônes sous les ailes. L'appareil qui a tiré ces missiles sur des villes ukrainiennes des dizaines de fois au cours des 4 années de cette guerre. L'appareil qui a lancé les armes ayant frappé Kiev le 2 juillet. L'appareil qui transportait les missiles visant des hôpitaux, des immeubles résidentiels, des centrales électriques, tout ce qui rend possible la vie civile dans un pays moderne. Cet appareil ne décollera plus d'Olenia, ni cette semaine, ni cette année, ni jamais. Parce qu'un drone de $5000 guidé par un opérateur ukrainien assis devant un écran quelque part en Ukraine, l'a trouvé pendant sa fenêtre d'armement et a définitivement mis fin à son existence opérationnelle. Le Tu-95 millisecondes, qui a brûlé sur cette aire de stationnement la nuit dernière, avait été construit avant 1992. Il ne peut pas être remplacé par une nouvelle production. Il ne peut pas être remplacé par une autre cellule provenant de la même chaîne de production, parce que cette chaîne de production n'existe plus. Le plus gênant avec la nostalgie, c'est qu'elle est rarement livrée avec des cellules d'avions de rechange. La Russie cannibalisera des pièces provenant d'autres appareils de la flotte, ce qui dégradera ces appareils. Elle accélérera les cycles d'entretien des bombardiers restants, ce qui accélérera leur usure. Elle dira à ses médias d'État que les opérations se poursuivent normalement et que cette frappe est insignifiante. Tout est normal. Et est une formule remarquablement souple lorsque la normalité exige d'emprunter des pièces à l'avion stationné juste à côté. Mais le bureau chargé de la planification des missions, qui comptait sur ce Tu-95 millisecondes pour la prochaine frappe contre les infrastructures ukrainiennes, connaît la vérité. Et les familles ukrainiennes qui ne seront pas frappées par les missiles que cet appareil était en train d'être armé pour transporter, savent elles aussi quelque chose. Même si elles n'entendent jamais le nom d'Olenia, ne voient jamais les images satellites et ne savent jamais qu'un drone de $5000 vient de rendre leur hiver un peu plus sûr. L'Ukraine démantèle la capacité de la Russie à mener une guerre aérienne contre les infrastructures civiles. Un drone, un appareil, une fenêtre d'armement à la fois. La flotte de Tu-95 millisecondes, qui avait peu être commencé cette guerre avec 50 appareils aptes au combat, est plus petite ce matin, et elle le sera encore davantage lorsque l'hiver arrivera. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.